on va voir ensemble, on va parler de design system, d'approche composant, et on va voir comment on peut travailler pour passer de l'un à l'autre. Je vais juste faire une petite correction par rapport à la présentation. Je ne suis absolument pas designer, mais je suis développeur. Donc là, les designers commencent à se dire, waouh, un développeur qui va parler de design system, on va se marrer. Probablement. C'est pour ça que je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail de ce côté-là. Donc voilà, donc je me présente, donc Julien Chauveau, j'ai 33 ans, je suis développeur, je suis dev depuis 13 ans, j'ai fait première partie de ma carrière dans l'armée de terre, j'étais militaire, on fait aussi du dev dans l'armée. Et ensuite je suis arrivé sur Nantes, j'ai fait quelques boîtes, éditeurs, sociétés de services. Et je suis aujourd'hui chez SpeechMe. Alors SpeechMe, très rapidement, qu'est-ce qu'on fait? C'est une start-up qui propose une solution SaaS pour les entreprises pour faire du tuto vidéo. C'est les salariés qui font du tuto pour d'autres salariés. Donc voilà, le moment pub est passé. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'un design system? Très rapidement, c'est en gros la référence. Aussi bien pour les designers quand ils vont faire leur création que pour les développeurs quand il va falloir implémenter. Ça doit représenter du coup l'identité de la société, du produit qu'on développe. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver donc, dans ce design system? On va trouver donc tous les composants, toutes les typos, les couleurs, les icônes, la grille, tout ce qui nous sert en fait à élaborer nos pages. En fait, on doit tout retrouver dedans. Alors, voilà. Donc ça, c'est côté design. Du coup, côté implémentation. Donc si on parle donc, du coup, de la programmation orientée composants, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est une approche modulaire et que on va développer des composants réutilisables. Et c'est quelque chose qui est hyper adapté au travail en équipe, car on a une telle multitude de composants à développer qu'il y en a pour tout le monde. Donc c'est super pratique. Du coup, qu'est-ce qu'un composant en soi? Voilà, une brique de Lego, ça illustre très bien. C'est une brique qui doit être réutilisable, qui doit rendre un service. On va trouver, elle sera plus ou moins complexe. Donc si on prend une brique toute simple de Lego, ok, ça fait pas grand-chose. Ça peut être genre un bouton, quoi que ce soit. Mais quand on va en assembler une multitude, là on va commencer à avoir quelque chose de cool, une modale pour confirmer un message. C'est encore très simple. On peut aller jusqu'à, je sais pas, un vidéo player par exemple, avec plein d'options, tout ça. À la fois, le bouton et le vidéo player, c'est deux composants. C'est juste qu'il y en a un qui est beaucoup plus complexe que l'autre. Donc, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment on va passer du coup du design system que va nous fournir les designers à l'implémentation. Donc, on peut remarquer une chose importante, c'est que dans les deux cas, en fait, on va avoir cette notion de bibliothèque. C'est-à-dire que côté design, ils vont nous fournir un UI-kit, et côté implémentation, on va plutôt appeler ça un storybook. On va utiliser un storybook pour présenter tous les composants qu'on va développer. Ce qui est vraiment important, c'est que la granularité des composants entre les deux, c'est la même, ce qui nous facilite vraiment la vie. Donc si on parle d'un UI-kit, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? En fait, on va trouver le design de chacun des composants. Donc on doit vraiment retrouver tout ce qu'on a besoin pour dev. Et en plus de ça, on va retrouver l'état de ces composants. Et c'est là que c'est vraiment intéressant, parce qu'avant, on avait des maquettes, des pages, c'était cool, et on devait parcourir une dizaine de pages pour voir à chaque fois quelles étaient les étapes possibles. Par exemple, je ne sais pas, pour un input. OK, donc sur cet écran, il est comme ça, sur celui-là, c'est en erreur, on va le retrouver comme ça. C'était super chiant, il faut dire ce qui est. Alors que là, directement, les designers vont nous fournir tous les états possibles. C'est-à-dire qu'avant même de devoir implémenter une page, on peut implémenter le composant, on connaît tous ces états, donc on va l'implémenter correctement du premier coup, et quand on construira la page, on n'a plus qu'à l'ajouter, et ça marche. Donc côté implémentation, donc là on va utiliser un storybook. Qu'est-ce qu'un storybook? C'est une application dans laquelle on va pouvoir faire appel à tous nos composants, pouvoir les exposer. C'est vraiment une bibliothèque. On va s'en servir pour les développer, c'est pour ça que j'ai mis le terme de bac à sable. On va en règle générale développer tous les composants et les mettre dans Storybook avant même de vouloir les intégrer dans l'application. Comme ça, on voit ce que ça donne,
on peut implémenter le design, tout ce qu'on veut dessus. Une fois qu'il est nickel, on peut le mettre dans l'application, on sait que ça marche. On a pu le tester grâce à ça. Un storybook, ça peut être enrichi de plein de plugins pour mettre des variables, pouvoir faire évoluer l'état de ses composants, pouvoir gérer la résolution directement dans le storybook pour voir comment se comporte notre composant selon les résolutions. Ça, c'est juste une slide pour une bonne pratique. Ça paraît évident, mais on le trouve quand même relativement peu souvent. C'est comment on s'assure d'utiliser toujours les bonnes typos, les bonnes couleurs. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. On met toutes les typos, les couleurs dans un fichier CSS et on oblige tous les devs, dès qu'ils ont besoin d'une couleur ou de quoi que ce soit, à faire appel à cette constante. On leur interdit de mettre un code couleur en dur ou quoi que ce soit. Ça paraît tellement évident, mais c'est jamais fait. Donc ça, c'était juste un petit point sur lequel je voulais insister. Maintenant, on va voir les problématiques qu'on a rencontrées dans notre équipe pour passer du coup du design system à l'implémentation. Donc il y a 3 problématiques majeures qui sont du coup la mise à jour en continu de l'UIKit. Ça, pour les devs, c'est gênant. La gestion de la grille, ça a été vraiment le problème qu'on a eu et qui nous a posé pas mal de questions. Et comment gérer les limites techniques. Donc si on commence par la mise à jour en continu de l'UIKit, c'est normal que les composants évoluent en continu. Les designers font toujours en sorte qu'on garde un ensemble cohérent, voilà, donc ils vont changer les couleurs, ils vont changer la typo. Sauf que nous, côté dev, une fois qu'on a développé le bouton, on n'a pas envie de revenir dessus tous les 3-4 matins. Et c'est même pas en regardant sur l'UIKit que nous, on va voir que ça a changé. Hein. Quand ils ont augmenté la taille de 1, qu'ils ont changé la nuance de couleur, nous, on voit pas la différence. Donc, pour ça, il a fallu qu'on mette des choses en place. Et en l'occurrence, on a commencé par publier l'UIKit sur un outil où on a du versionning. Déjà, pour nous, c'est déjà beaucoup. Ça nous permet de comparer 2 versions. On nous dit, ah bah si, le bouton il a changé. On regarde, non, il n'a pas changé. Et grâce à l'outil, ah oui, ok, c'est bon, il a changé. On va pouvoir implémenter cette correction. Et il faut prévoir une tâche pour ça, en fait. Il faut que ce soit une tâche, qu'elle soit chiffrée, parce que ça prend du temps. Quand il repasse sur énormément de composants, on ne peut pas dire oui, on va le faire. Non, prévoyez-le, de toute façon. C'est vraiment important. On voit là sur l'exemple, hein, moi entre les 4 premiers, j'ai du mal à voir la différence. 4 premiers boutons, ok, quand ils passent en bleu, je vois la différence. Ensuite, la gestion de la grille. Ok, donc là, c'est le gros morceau. On est revenu, je ne sais pas combien de fois dessus. Donc, je vais commencer, du coup, rapidement, par faire un petit topo sur la grille, à quoi elle sert. J'ai bien nommé la grille des designers. C'est la leur, c'est comme ça qu'ils nous l'ont expliqué. Moi, je veux bien. Elle est composée de colonnes. Ok. Donc là, sur l'exemple, on doit avoir 14 colonnes. C'est purement esthétique. Je ne connais pas quelqu'un qui utilise 14 colonnes. En règle générale, on en a souvent 12. Nous, on en utilise 16. Me demandez pas pourquoi, ça, c'est du secret des designers. Ok. Cette colonne, elle va être composée d'un pas de grille et d'une gouttière. Donc le pas de grille, il est en bleu sur le schéma, et la gouttière en blanc. La dernière gouttière, elle est divisée en 2. Elle est mise de chaque côté de la grille. On appelle ça une gouttière de sécurité pour éviter que les éléments soient collés au bord de l'écran. OK. Le comportement de cette grille. En fait, quand on va changer de résolution, on va avoir plus ou moins de place, du coup. Comment la colonne va se comporter? En fait, le pas de grille, il va s'agrandir ou il va se rétrécir. Et la gouttière, elle, va rester fixe. Quand je dis qu'elle reste fixe, c'est pas totalement vrai. En fait, la valeur de la gouttière, c'est 2 fois la typo minimale de référence. Donc, comme cette typo, elle va varier, mais par palier, quand on est en dessous de 1280, au-dessus, quand on va arriver à 1920, différents paliers comme ça, la typo de référence, la taille de la typo de référence va changer. Et là, du coup, la gouttière, elle évolue avec ça. Mais par contre, au sein d'un palier, elle reste fixe. Du coup, à quoi elle sert? Elle va servir à avoir toujours un rendu, le rendu de la page, qui reste cohérent, selon la résolution. Qu'on ait une petite, une grande résolution,
l'affichage reste toujours cohérent. Je ne dis pas qu'il reste toujours parfait, mais il reste cohérent. Et elle va servir à placer les principaux blocs, les panels. Ça ne sert pas à placer le bouton, il ne va pas être placé selon les colonnes, mais par contre, la taille de tous les composants va découler de cette grille, va découler de la taille d'une colonne. Ça, c'est super important. Du coup, la question qui se pose, c'est comment on transpose ça, nous, du côté implémentation. Parce que, bon, c'est bien gentil, on va devoir faire des compos qui répondent à ces problèmes de différentes résolutions, il faut qu'ils s'adaptent. Donc, côté implémentation, il faut qu'on utilise aussi une grille. Donc là, on a deux possibilités. Soit on utilise une lib existante, une solution existante, on la met en place, ok, ça marche pas, voilà. Soit on développe notre propre solution. La lib, on en a testé plusieurs, on a vite abandonné. Soit ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait, tout simplement, soit c'était vraiment trop impactant. On l'a retrouvé partout. Nos compos, ils faisaient appel constamment, c'était pas viable. Donc, on s'est dit, bon, on va développer notre solution. En plus, bon, on était assez motivés pour faire ça. C'est cool de développer notre propre solution. Ça nous permet de garder la main, on la fait évoluer comme on veut. Et surtout, on gère l'impact. L'impact sur les composants qui soit le plus minimal possible, quoi. Et là, on s'est un peu cassé la goule dans les escaliers, boum, on a fait des erreurs, on a fait que ça. On est revenu 3-4 fois dessus. On a développé des composants gris, avec exactement le comportement de la grille des designers. Il y avait tout, il y avait les gouttières de sécurité, c'était génial. On l'a mis en place, c'était une catastrophe, ça marchait à peu près, mais l'impact à l'intérieur de nos composants, il était énorme, et du coup, on l'a retrouvé partout, c'était une catastrophe. Donc là, on a commencé à se poser pas mal de questions. On s'est dit, mais est-ce qu'en fait, la grille, c'est vraiment un composant tel que nous, on l'entend, comme un bouton, comme... Ok. Si ça ne l'est pas, qu'est-ce que c'est? Bonne question, ok. Les gouttières, ok, les designers nous disent, ouais, c'est super utile. Nous, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on a besoin d'implémenter ça? Et puis on s'est posé, à mon avis, la bonne question. Est-ce que la colonne, en fait, c'est pas juste notre unité de référence? Uniquement. C'est-à-dire que tout le reste, c'est comportement. On s'en fout. C'est juste une unité. Et du coup, en partant de ça, on s'est dit, et en plus, si on arrive à implémenter ça, l'impact, il sera vraiment très, très limité dans notre code. Parce qu'on va créer, donc là, dans l'occurrence, on a créé une fonction SAS. Donc ça, c'est de la précompilation CSS, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est du code qui est compilé, qui permet de générer du CSS. Ok, on crée une fonction SAS qui va nous permettre de nous donner les tailles. Nous, on va lui dire, on veut une taille en colonne, et lui, il va nous donner la taille directement. Ok, il va nous la donner en viewport. En gros, en pourcentage de la zone d'affichage fournie par le navigateur. Et là, on a testé ça. On l'a utilisé pour le maximum de choses, pour les largeurs, les hauteurs, pour les marges, les paddings, tout. Même les border radius pour gérer les arrondis des angles. Et là, ça marche. Ok, voilà l'implémentation. On a passé je ne sais combien de temps pour pondre 3 lignes de code. C'est assez fou. Ok, l'implémentation, c'est quoi? On décrit, on a une constante, le nombre de colonnes, donc chez nous 16, et on a une fonction, la fonction calls, elle reçoit le numérateur en paramètres, et on fait une multiplication et une division. Ok, c'est quand même pas compliqué. Et vous avez en bas l'utilisation. En gros, je déclare ma largeur, je lui dis je veux qu'elle fasse une colonne et demie, et ça fonctionne. Et ça fonctionne peu importe la résolution, et ça fonctionne peu importe la taille du parent, et ça fonctionne tout le temps. Du coup, c'est génial. Il n'y a pas d'autre mot. Ok, maintenant, la dernière problématique, c'est la gestion des limites techniques. Ça aurait pu créer un peu des distorsions dans l'équipe, entre les designers et les devs, parce que les designers venaient nous proposer des super designs, des trucs vraiment, vraiment cool, sauf que nous, on disait, bah, on ne sait pas faire, ça va nous prendre un temps fou. Du coup, ils étaient obligés de revoir tout leur travail qu'ils avaient passé un temps fou à faire.
Du coup, on s'est dit, peut-être qu'on peut corriger ça, ça serait cool qu'ils le sachent avant d'avoir tout terminé, que nous, on ne sera pas capable de le faire, ou que ça va nous prendre trop de temps, donc on va pas utiliser cette solution, quoi. Parce que l'important, c'est quand même de limiter les frustrations, aussi bien d'un côté que de l'autre, parce que nous, quand on va leur dire non, on ne peut pas faire, ça veut dire qu'on va être encore obligé d'attendre qu'ils refassent pour qu'on puisse implémenter, donc ça frustre tout le monde. Donc pour gérer ce problème-là, on a mis juste, c'est pareil, ça paraît évident, mais il faut le faire, juste des points de cadrage. Ils sont en train de designer un truc, ils viennent nous voir, ils prennent un ou deux devs, pas besoin d'avoir toute l'équipe, et puis on leur dit OK, on leur dit non, on leur dit c'est pas possible. Nous on voit avec eux, OK, est-ce que vous avez du coup pensé à tous ces cas-là? Ils disent oui, ils disent non, ils prennent en compte. Et du coup, quand on arrive en chiffrage derrière, bah, ça va beaucoup plus vite, on a beaucoup moins de questions, on remet en cause beaucoup moins de choses. Et du coup, ça se passe bien et tout le monde est content. Du coup, en conclusion, on peut dire que le design system, en fait, très vite, on se rend compte que ça a été créé pour coller à la programmation orientée composant. C'est la même granularité, tout est fait pour que ça marche ensemble. Pour autant, c'est pas automatique non plus. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une proximité entre l'équipe de dev et l'équipe de designers qui est quotidienne, quoi. On est tout le temps en train de travailler ensemble. Ça, c'est hyper important. Il faut mettre en place des rituels, il faut mettre plein de choses en place pour que ça marche. Mais bon, c'est quand même fait pour. Et ce que je voulais rajouter, donc là, c'est vraiment mon avis personnel, c'est que c'est ce qu'il faut faire, clairement. C'est un gain de temps de fou. Et c'est surtout qu'on ne va pas développer des trucs pour rien. C'est-à-dire qu'on comprend beaucoup mieux ce qu'ils veulent qu'on fasse. Et ça n'a pas toujours été le cas. J'ai bossé avec d'autres designers. C'est pas toujours évident de comprendre ce qu'ils veulent. Mais là, c'est tellement décomposé, c'est que même si on fait une erreur sur un composant, c'est tellement minime que sur la globalité, en fait, on n'a quasiment pas perdu de temps. Même si on corrige ce truc-là, ça va quand même vachement plus vite. Et du coup, on n'est pas en train de faire et refaire. Donc la frustration, il y en a beaucoup moins. Et donc, voilà. Moi, je conseille à tout le monde de partir, de tester. Après, c'est sûr qu'il faut avoir les équipes pour, mais faites-le. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté.